Bonjour à tous et je suis ravi d'être là dans ce séminaire sur la stratégie navale et la stratégie maritime et navale. J'ai eu la chance et le plaisir d'entendre en tout cas deux interventions avant la mienne, Louis Gauthier et donc Alexandre Cheldon Duplex. Pour ma part, je vais parler en tant que praticien, qu'ancien praticien. Donc moi, je suis un ancien officier de marine. J'ai quitté la marine en fin 2018, après un peu plus de 37 ans dans la marine, la moitié de mon temps sur les bateaux de surface, notamment dans le groupe aéronaval, mais à peu près sur tous les océans du globe, et la moitié de mon temps dans ce qu'on appelle le politico-militaire, c'est-à-dire à l'échelon stratégique, l'interface entre la décision politique et le monde militaire, soit à l'état-major des armées, soit à la direction générale de l'armement, soit dans les cabinets ministériels. J'ai été dans le cabinet de deux ministres de la Défense, Hervé Morin et Jean-Yves Le Drian. J'ai été le chef du cabinet militaire. Donc plutôt dans le politico-militaire, dans les questions internationales. Et donc depuis maintenant 3 ans, je suis directeur général d'un institut, d'un think tank qui est basé à Toulon et qui s'appelle la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, qui est spécialisée depuis plus de 30 ans sur les enjeux stratégiques du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Mais là donc, je vais essayer de vous donner mon éclairage en tant qu'ancien expert et ancien praticien surtout, c'est ça le plus important, de la stratégie navale, c'est-à-dire l'approche, j'allais dire, par le bas, mais je dis en introduction que je me retrouve tout à fait, je n'ai pas été du tout surpris des analyses portées par mes deux prédécesseurs. Donc en fait, je pense que mon intervention, même si quelquefois elle peut être un peu différente, s'intégrera assez bien dans la réflexion commune que vous aviez souhaité initier par ce cycle de conférences. La question qui m'avait été posée, c'est: existe-t-il une spécificité de la pensée stratégique navale? Moi, je trouve que c'est une excellente question, au moins à deux titres. D'abord parce que aujourd'hui, la question de la stratégie se repose, parce que l'histoire avec un grand H repart, et que la mer sera au cœur des tensions. Alors, l'histoire repart. Moi, le monde tel que je le vois, à la fois une fois encore, ancien militaire et en tant que maintenant personne qui réfléchit à temps plein sur l'évolution géopolitique du monde, c'est d'abord le mot-clé, je trouve, qui frappe, c'est le mot fragmentation. On est dans un monde en fragmentation, avec des pôles de puissance qui sont concurrents, avec des nouveaux pôles de puissance, avec des pôles de puissance émergentes qui sont révisionnistes au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui veulent revoir l'organisation actuelle du monde. Et d'ailleurs, point important sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, qui sont des puissances continentales et non pas maritimes. Donc tout ça change la donne. Et donc les rivalités s'accroissent liées à la démographie qui explose. Quand moi je suis rentré dans la marine en 1981, donc en pleine guerre, enfin à la fin de la guerre froide, mais on ne savait pas que c'était la fin de la guerre froide, il y avait un peu plus de 4 milliards d'êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on a presque le double. Donc voilà, dans ma vie professionnelle, dans mon temps de vie professionnelle, on a presque doublé le nombre d'humains sur la planète. Donc évidemment, ça ne peut pas ne pas créer d'abord des bascules, parce qu'on ne se multiplie pas aux mêmes endroits de façon homogène partout. Et puis, bien sûr, des tensions pour la compétition, les compétitions sur les ressources notamment. Et donc, il y a une rivalité qui s'accroît. Et ça, c'est un autre point hyper important à mon avis. Et ça peut impacter sur les enjeux de stratégie, parce que la stratégie, c'est quand même une réflexion intellectuelle sur le rapport à l'autre, le rapport de puissance entre les uns et les autres. Donc, il y a toujours l'autre. Alors, un instant, j'ai une alerte qui vient de se mettre sur mon ordi. Oups. Vous la voyez pas? Non, non. Ah bon, non, moi je vois des trucs, mais j'ai fait. Non, je suis sorti. Je suis sorti.
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a quelque chose qui est important, c'est cette fragmentation, ces puissances émergentes, etc., amènent une forme de désoccidentalisation du monde, notamment une désoccidentalisation des concepts intellectuels qui nous permettent d'appréhender le monde. Et ça, c'est, je pense, important de l'avoir en tête. On a des modèles alternatifs qui apparaissent et des façons de voir le monde différents. Et là aussi, ça va nous poser, quand on va parler de la Chine, c'est évident qu'on va se poser une question sur ce sujet-là, et notamment en termes de stratégie. Enfin, il y a un dernier mot que je voudrais indiquer, c'est le mot ressentiment. Ce qui me frappe, moi, quand j'analyse le monde tel qu'il est, c'est que non seulement il est fragmenté, non seulement il y a des modèles alternatifs, non seulement il se désoccidentalise, mais il se trouve qu'il y a un fort ressentiment, spontané ou non d'ailleurs, hein, qui peut être complètement instrumentalisé et développé, vis-à-vis de l'Occident en général, et notamment vis-à-vis des Européens en particulier. Et je pense qu'il faut qu'on le prenne en compte, nous. Une fois encore, quand on parle de stratégie, on parle de la réflexion vis-à-vis des autres. Il faut comprendre ce que les autres ont en tête. Enfin, donc, ça, le premier point, le monde est en fragmentation, etc. Le deuxième point, la mer est au cœur de ces tensions, à la fois comme théâtre, comme toujours, hein, des conflits. C'est un des vecteurs de la puissance et donc des chocs entre puissances. J'allais dire un vecteur facile, presque un laboratoire, puisqu'on est comme dans un ring. La mer, c'est une forme de ring, et vous pouvez vous confronter assez facilement à l'adversaire de façon presque pure. Donc ça a toujours été le cas. La mer est un théâtre des tensions, mais la mer est aussi un enjeu des tensions. Et ça, c'est relativement nouveau. Donc on a un phénomène que je vais développer un tout petit peu, bien sûr tout à l'heure, c'est on a cette mondialisation a amené une augmentation des flux, et donc derrière ça une interaction qui pourrait amener au doux commerce et finalement la pacification, mais on a en même temps une compétition pour les ressources, on a une compétition géopolitique globale qui s'invite en mer, et on a des besoins de mer en quelque sorte. Dans la marine, il y a une expression pour dire on a besoin d'eau, pour dire on veut d'espace, de l'espace, on veut de l'eau, donnez-moi de l'eau. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a un besoin d'eau, non pas seulement pour les poissons et pour les ressources gazières et autres, mais tout bêtement pour pouvoir déployer sa puissance. On ne comprend pas ce qui se passe en mer de Chine du Sud si on ne comprend pas que les Chinois ont besoin d'eau pour leur SNLE, pour leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui leur permettent d'avoir une dissuasion nucléaire, qui leur permettent de peser en rapport de force face aux États-Unis. Ils ont besoin d'eau la plus opaque possible, et la plus grande possible. Et tout bon. Donc là, ça résume mon point sur l'intérêt de cette question. La question de la spécificité aussi me semble pertinente, parce que la mer, c'est pas un environnement isolé. Les marins sont des terriens et les enjeux sont à terre. Et alors là, je vois plus mon écran. Il passe des trucs. Oui, mais là, je vois plus d'où j'en suis là. Parce qu'il y a des alertes. Peut-être on clique. Je vois pas. Ah, voilà. Oui, désolé. C'est Avast qui vous fait des rappels. Voilà, j'ai compris. Voilà, mais j'en suis toujours excusez-moi, mon introduction. Donc, simplement, la mer, les marins sont à terre. La mer, bon, il y a toujours eu des ressources, mais c'était quand même très, très secondaire. C'était la pêche, essentiellement, hein, pendant des siècles. Mais sinon, la mer, c'était surtout un vecteur de transit commercial et militaire. Ce que je voulais dire, c'est que la stratégie qu'on déploie en mer est une stratégie qui s'interface complètement, qui s'intègre dans une stratégie terrienne. Parce que les centres de pouvoir, les populations, les pays, les États, ils sont à terre. Ils utilisent la mer, ils en ont un emploi, ils développent une stratégie maritime, mais ils l'intègrent dans une stratégie terrestre. Donc, Castex l'avait théorisé, hein, la stratégie navale s'intègre dans la stratégie maritime, qui s'intègre dans la grande stratégie globale. Mais néanmoins, et c'est pour ça que la question est bonne, et c'est ça que je vais développer maintenant, l'environnement maritime est tellement spécial qu'il suscite
il a une spécificité, il suscite une stratégie qui lui est propre, qui a ses spécificités, mais qui doit s'intégrer dans une stratégie globale. Voilà. Et ça va être mon premier point. Alors, hop. Il veut pas. Alors, attends. Je vais le faire à la main. Il est dactyle, de toute façon. Oui, voilà. Donc, la stratégie navale est marquée par son milieu. C'est mon premier point. La mer, c'est un environnement très particulier. Voilà, moi je l'ai pratiqué 20 ans et je pense que tous les marins vont se retrouver dans ce que je vais dire, des choses très simples. D'abord, la mer, c'est grand. Alors, je vais faire quelques comparaisons régulières avec l'espace, le cyber, c'est l'espace commun dont je sais que ça fait partie de la réflexion que vous menez et je trouve que c'est intéressant. La mer, c'est grand, un peu comme le cyber ou comme l'espace. Ça, de ce côté-là, on est bien d'accord. Même si la mer se réduit, comme la planète se réduit, par le fait qu'on soit plus nombreux dessus et que nos moyens technologiques font qu'on s'approprie la mer et que comme cette planète et qu'elle a tendance à se réduire. Mais ce qui est caractéristique, c'est qu'elle reste grande. Typiquement, la première conséquence de ça, c'est la vitesse de déplacement. Moi, il y a quelque chose que évidemment, les non-marins ont du mal à percevoir. Jusqu'à la machine à vapeur, on naviguait à un peu moins de 10 nœuds sur l'eau. 6, 8 nœuds. C'est très long. 8 nœuds, c'est 10 km/h, 11 km/h. Avec la machine à vapeur, donc milieu du 19e siècle, donc c'est quand même pas tout récent, il y a 150 ans, il y a plus de 150 ans, on a développé des puissances qui faisaient qu'on pouvait naviguer entre, classiquement à 15 nœuds, de façon assez rapide à 20 nœuds, et 35 nœuds, on est content. Voilà, ça va à toute vitesse. Et depuis, on n'a pas été plus vite. Aujourd'hui, les bateaux, naviguent à la même vitesse qu'il y a 150 ans. Partout ailleurs, on a fait des progrès fulgurants, les voitures, les avions, les hélicoptères, les machins, enfin, mais dans le déplacement de l'être humain sur la mer, on n'a pas été plus vite qu'avant. On ne va pas plus vite qu'avant. Et ça, c'est quand même intéressant parce que la perception cognitive, la compréhension de la mer en tant est une compréhension qui voit la mer se rétrécir, alors que la réalité du mobile humain sur l'eau n'a pas bougé depuis plus de 150 ans. Je pense qu'il faut... Donc les migrants, j'étais préfet maritime, je ne l'ai pas dit, de la Manche et de la mer du Nord. Donc les problématiques de migrants, malheureusement, je les ai bien vécus, je les ai vécus concrètement, c'est ça que je veux dire. Et les migrants qui sont au bord de la mer du Nord ou au bord de la Méditerranée, avec leur iPhone, ils ont l'impression que la mer est microscopique. Ils sont déjà de l'autre côté dans leur tête. Avec un GPS, ils peuvent rétrécir la carte sur leur truc. Bon. Dans la pratique, quand ils vont sur l'eau avec un bateau, ils ne vont pas plus vite que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Il y a une espèce de rupture entre la compréhension intellectuelle des espaces et la réalité physique que ça représente. La mer, c'est grand, déplacement lent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en mer, il faut anticiper. On est toujours en retard, on a toujours peur d'être en retard. On ne peut pas rattraper son retard. Il faut se prépositionner. En mer, dès qu'on parle stratégie, et c'est ça dont on parle, stratégie navale, les conséquences de tout ça, ça va être les points d'appui, ça va être la possibilité de déployer en avance, très longtemps, en permanence, des bateaux au cas où. Voilà. Deuxième caractéristique deuxième impact sur la mer est grande, c'est la dilution. On se perd dans la mer. On peut disparaître. Ce qui est quand même pas si fréquent que ça sur Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde, on le voit quand on est en mer, et que les espaces de détection d'un bateau à l'autre, c'est entre 15, 20 nautiques, 1000 nautiques, c'est-à-dire 35 km à peu près, vous voyez, dans cet ordre de grandeur. C'est très peu. Et au-delà, vous ne voyez plus. C'est de l'autre côté de la rotondité de la Terre. Vous ne vous voyez plus entre bateaux. Et il n'y a pas de montagne, on ne peut pas se cacher derrière une montagne, mais on peut se cacher derrière la rotondité de la Terre. Et comme c'est très grand, vous avez des espaces et vous pouvez vous diluer. Ce qui est intéressant, en conséquence militaire de ce premier facteur, la mer est grande, c'est qu'on a une connaissance lacunaire de la mer. Alors, même si l'envoi de satellites spatiaux, d'observation ont beaucoup changé la donne, on a amélioré quand même énormément la connaissance et le suivi des bateaux, il suffit qu'il y ait une couche nuageuse et vous ne voyez plus rien.
et vous disparaissez. Vous savez que les bateaux, pour assurer leur sécurité, puisque je parlerai des flux maritimes tout à l'heure, les bateaux, pour éviter les collisions et pour simplifier la vie de tout le monde, émettent des signaux d'identification qui disent voilà, je suis là, je m'appelle machin, je vais à tel endroit et ma cargaison, c'est ça. Ça s'appelle l'AIS. J'ai appris que récemment, le gouvernement chinois demandait à ses bateaux, bateaux pavillon chinois, de supprimer leur AIS. Voilà, du jour au lendemain, on ne sait plus où sont les bateaux chinois. Vous allez sur un site qui s'appelle Marine Traffic, site remarquablement fait, vous y allez sur Internet, vous avez le flux maritime instantané dans le monde entier, de tous les bateaux de plus de 1000 tonnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bien là, vous n'avez plus les bateaux chinois, en tout cas, ils ne sont plus obligés d'émettre, voire même, on leur a dit de ne plus émettre. Donc ceux qui émettent, ceux qui ils rentrent près des ports et qui veulent faciliter leur navigation et leur accès au port. Mais on a donc une connaissance lacunaire. Voilà. Deuxième caractéristique, qui est la conséquence de ce que je viens de dire, la mer est encombrée. Et elle est de plus en plus encombrée. Et ça c'est typiquement, on le retrouve dans le cyber, et un peu dans le spatial aussi d'ailleurs, une espèce d'espace qui se remplit de satellites, de débris, etc. Et la mer est de plus en plus encombrée. Ça, c'est le phénomène Archimède. Hein. Vous n'avez pas trouvé. Archimède, c'est-à-dire le fait que vous pouvez prendre des poids ultra lourds, indéplaçables sur Terre, sur mer, ce poids-là n'existe plus, puisqu'il est compensé par la flottabilité du truc, par son volume. Et du coup, vous mettez un tout petit moteur derrière, et vous pouvez propulser, pas vite, hein, mais vous pouvez propulser et traverser le globe avec des tonnages absolument incroyables. Vous savez qu'un conteneur qui fait Shanghai-Le Havre, le coût de transport de Shanghai à Le Havre est le même que Le Havre-Lyon, par exemple. Voilà. Parce que quand vous avez des porte-conteneurs de 25 000 boîtes, de 22, 23 000 boîtes, bientôt 25 ou 30 000, ce n'est pas un problème. Hein. Techniquement, ce n'est pas un problème. Hein. C'est simplement, est-ce que ça a du sens de le faire? C'est tout, hein, la vraie question. Eh bien, vous n'allez pas très vite, c'est sûr, mais vous avancez tranquillement, de façon extrêmement prédictible. Et donc, il suffit de faire un flux qui va bien pour compenser la lenteur par la régularité. Et vous transportez n'importe quoi à un coût qui défie toute concurrence. Parce que 25 000 boîtes sur des camions vous savez que chaque camion porte-conteneur, c'est un camion porte-conteneur, un semi-remorque par conteneur. Donc un bateau de 25 000 boîtes, il faut 25 000 camions à la queue leu-leu. Vous imaginez ce que ça représente. C'est 500 km à peu près de camions. Quoi, hein. Donc c'est énorme, énorme. La mer est encombrée. 54 000 navires de plus de 1000 tonnes actuellement. Et en gros, chaque année, vous avez 800 navires de plus. Donc, la globalisation, c'est d'abord ça. Je vous montrerai une carte après, parce que j'ai trouvé quelques cartes pour vous les montrer. Conséquences militaires, il y a un enjeu clé dans la discrimination entre le civil et le militaire. Tout ce qui est ciblage, connaissance, discrimination, ciblage, c'est un énorme enjeu militaire. Un énorme enjeu militaire. Les civils sont omniprésents sur mer, bien plus nombreux que les militaires. La gestion des neutres, la gestion de la discrimination. Donc, je vous ai parlé de l'AIS, hein, du système d'identification, mais même entre mobiles militaires, cette identification, elle est hyper importante. Et donc, on a des systèmes, mais quand on se fait aller brouiller ou quand un pays neutre refuse de rentrer dans le jeu, et donc ça, vous rentrez dans une situation pas possible. Alors, militairement, on pouvait régler le problème de façon très brutale en disant je fais une zone d'interdiction et tout ce qui n'est pas dedans, tout ce qui est dans cette zone, je tire. C'est ce qu'ont fait les Britanniques au Malouine. Ils ont fait une grande zone au Malouine. Ils ont dit moi, c'est bien simple, j'interdis cette zone à tout le monde. Donc, bon, ceci dit, c'était les Malouines, hein, c'était à l'autre bout, dans un coin qui n'était pas très fréquenté par d'autres marines que la marine argentine. Mais sinon, c'est le Lusitania. Hein. Sinon, c'est vous coulez un neutre et vous faites rentrer dans la guerre des gens. Enfin, c'est une vraie problématique qu'on n'a pas ailleurs. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième point. Troisième point, la mer est hostile. C'est un environnement hostile. Un peu comme l'espace. C'est un environnement hostile. On ne peut pas y rester. On ne peut pas y vivre. Et on ne fait qu'y transiter. Et donc, il faut des points d'appui pour se reposer, pour réparer son bateau, pour pouvoir souffler, et puis après, on repart, etc.
Alors, on utilise les îles. Au milieu de ça, ça permet de faire des points d'appui. On fait des polders. C'est ce que font les Chinois en mer de Chine du Sud. La question de la côte et de la maîtrise de la côte, du riverain, de l'interface mer-terre est très important. Les détroits, bien sûr, sont des points ultra importants. Mais donc, cette mer, on peut pas tenir la mer, on ne peut pas y rester, on ne peut pas stabiliser, donc on ne peut pas la tenir. Il n'y a pas de front sur mer. Donc, conséquence militaire, pas de front, pas d'occupation. C'est une guerre de flux, c'est une guerre de mouvement, c'est une guerre où on ne dure pas, un peu comme la guerre du désert d'ailleurs. Donc quand on regarde, c'est souvent extrêmement intéressant de voir comment on fait la guerre au Sahel. En fait, c'est des marins qui devraient commander des opérations au Sahel. Voilà. Mais vous savez que, à aparté, les avions de patrouille maritime français ont été employés au Sahel avec beaucoup de succès. Et finalement, ils n'étaient absolument pas perturbés parce que l'environnement du Sahel est exactement un environnement maritime. Hein. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Autre point, la mer est constituée d'un dioptre qui est opaque et qui sépare 2 milieux. Et donc, ça fait 3 milieux d'action. Au-dessus, on va vite. Au-dessus, c'est l'air, hein, vous avez compris. Hein, donc, c'est les avions, c'est les drones, c'est les hélicoptères, c'est les missiles. Ça va vite, ça va pas très loin et ça dure pas très longtemps. Parce que là, c'est pas Archimède, c'est la gravité. Hein, donc, vous n'avez plus de gazole, de kérosène, vous tombez. Donc, c'est le domaine, quand on monte, c'est le domaine de la surveillance parce qu'on augmente l'horizon radar. La rotondité de la Terre est moins sensible quand vous êtes à 3000 mètres au-dessus de la Terre que quand vous êtes au ras de l'eau. Vous voyez plus loin. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est le domaine de la frappe parce que c'est un domaine où on va vite. Et donc, on gagne de la distance, ce que ne peut pas faire un bateau. Ça, c'est au-dessus. En dessous, sur la mer, c'est le bateau de surface. C'est l'échelle de l'activité humaine, c'est l'échelle des gens normaux, j'allais dire. Hein. C'est là où sont les bateaux, où sont les acteurs civils de la mer. On peut y durer plus longtemps. On peut ne pas être spécialisé, on peut changer, on peut faire plein de choses. C'est là où on fait de l'activité. C'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus, vous vous spécialisez dans la surveillance. Parce qu'à ce moment-là, vous essayez de durer le plus longtemps possible, d'avoir des radars, mais vous ne pouvez pas avoir des radars trop gros parce que ça pèse lourd. Et plus c'est lourd, plus ça mange, plus c'est difficile de rester longtemps en l'air. Si vous voulez aller vite, vous êtes tout petit. Et si vous voulez, etc., etc. Sur mer, quand vous êtes sur un bateau, vous pouvez assez facilement alterner plusieurs activités. L'avantage, la partie surface, donc ceux qui sont sur un bateau sur mer, c'est une zone interface entre le au-dessus du dioptre et en dessous le dioptre. Donc polyvalence, on peut tout faire, hein, du transport, de la surveillance, de l'escorte, on peut représenter l'État, on peut faire du business, voilà. Et on est en contact avec le dessus et le dessous. Et enfin, en dessous, on est invisible, mais on est très sourd. On est très lent, encore plus lent que sur la surface. C'est extrêmement hostile, donc c'est extrêmement complexe, et donc c'est extrêmement cher. Donc c'est des domaines réservés, très réservés. Donc là où il y a tout le monde, c'est sur la mer, un petit peu moins au-dessus et encore moins en dessous. Mais ces 3 milieux séparés, ces 2 milieux séparés par le dioptre, par la surface, obligent à spécialiser les moyens. Donc on n'a pas de sous-marin volant et on n'a pas d'avion sous-marin. La coordination de tous ces moyens est extrêmement complexe. C'est un point que je voudrais souligner à ce moment parce que c'est un point qui n'arrive pas dans les données brutes d'évaluation des capacités, etc. La notion de coordination est clé et elle n'est pas nécessairement intuitive. Coordonner plusieurs moyens sur l'eau, c'est déjà complexe. C'est un niveau de coordination de base, j'allais dire, mais déjà complexe.
Tout le monde n'est pas Nelson. Voilà. Coordonner des bateaux de surface, des groupes enfin des moyens de surface avec des moyens aériens, c'est autrement plus compliqué. Faire en sorte qu'un bateau, un avion de surveillance puisse éclairer une force navale, justement limiter cette connaissance lacunaire, identifier qui est qui, quel est le neutre, quel est l'hostile, quel est celui dont on ne sait pas très bien s'il est neutre ou hostile, puisque, comme je vous l'ai dit, la guerre hybride est facile au niveau de la surface. C'est déjà compliqué. Pour pouvoir après intervenir, envoyer un bateau pour l'identifier, tirer dessus et ne pas taper sur le bateau d'à côté, qui est un pauvre neutre qui passait par là. Donc c'est déjà extrêmement compliqué. C'est le niveau de coordination supérieur. Et enfin, coordonner ce qui se passe en surface, ce qui se passe au-dessus, plus ce qui se passe en dessous, c'est un niveau extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Donc, c'est pas tout d'avoir des SNA, des bombardiers et des porte-avions. Il faut savoir coordonner tout ça. Et sinon, vous faites beaucoup de bêtises. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous pouvez faire beaucoup de bêtises parce qu'une fois encore, la mer est grande, est encombrée, etc., etc. Enfin, dernière caractéristique qui, à mon avis, a son importance en termes de stratégie navale, c'est la mer est un objet juridique flou. Un objet juridique qui a évolué avec le temps. C'est à la fois res nullius, la chose de personne, res communis, la chose de tous, le bien commun de l'humanité. C'est aussi mare clausium, hein, la chose de quelques-uns ou d'un État, c'est la souveraineté. C'est extrêmement complexe et en fait, on se rend compte que cette législation, cette juridiction, cet aspect, cette analyse juridique de la mer, en fait, elle évolue avec les moyens techniques, comme toujours, les rapports de force et les sensibilités. Pardon. Au départ, nécessité faisait vertu. Comme on pouvait peu, on disait, bon, ben, ça appartient à personne, chacun fait ce qu'il veut. C'était le Far West, quoi. Mais donc, une mer incontrôlable, eh ben, elle était incontrôlée. Et, on disait, voilà la règle. Et puis, on voit bien que dès le départ, dès le XVIe siècle, dès qu'on a commencé à développer des bateaux et à commencer à agir et à se rendre compte qu'il y avait possibilité d'agir de plus en plus, s'est posé la question. Vous connaissez les débats entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, Grotius, etc., mare clausium, res nullius. En finale, ce qui est intéressant, c'est que c'est les puissances maritimes qui étaient des puissances commerciales qui sont devenues dominantes en mer, qui sont devenues dominantes tout court, et qui ont, en tout cas dominantes pour ceux qui s'intéressaient à la mer, et qui ont généré un cadre juridique dont nous sommes encore l'héritier, qui est plutôt porté par la liberté des mers. La mer, vecteur d'échange économique, la mer, échange économique qui apporte une puissance maritime, qui est favorable à la liberté. Quand vous êtes puissant, vous êtes favorable à la liberté. Et donc, la mer, finalement, est un espace de liberté peu ou prou. Et ça a marqué 500 ans. Hein. 500 ans. Et j'y reviendrai parce que la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la part de culturel là-dedans et la part de, finalement, d'inéluctable. Parce que lorsqu'on est puissant, la mer ne peut être qu'un est d'abord un vecteur de mobilité, et qu'un vecteur de mobilité, pour qu'il serve, il faut qu'il y ait le moins de freins possible. Si on se met à mettre des frontières en mer, la mer perd tout son intérêt. Alors, vous aurez les deux écoles, celles qui disent, mais en fait, cette liberté des mers est extrêmement connotée, c'est parce que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont des puissances commerciales et donc des puissances qui favorisent la liberté parce que la liberté est bonne pour le commerce. Voilà. Et vous aurez ceux qui disent pas du tout, c'est inéluctable. On ne peut pas utiliser la mer si on ne prône pas la liberté des mers. Et l'inverse, on tuerait la poule aux œufs d'or, on tuerait l'intérêt de la mer si on commençait à ne pas vouloir mettre de la liberté. En tout cas, ce qui est intéressant, pour revenir à des choses très pratiques, c'est qu'on a bien vu
la frustration que générait, d'abord avec les développements technologiques, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'approprier la mer, qu'on pouvait aller exploiter ce qu'il y avait au fond des eaux. Donc, vous connaissez comme moi Montego-Bay, 82, toutes les années 70, les années où finalement le tiers-monde a dit « Moi, attendez, il y a de la richesse à mes côtes, je n'ai pas la capacité et je vois les grandes puissances maritimes s'approprier mes trucs. » Donc, il y a eu ce débat et finalement, Montego-Bay, c'est une espèce de compromis entre ceux qui voulaient s'approprier la mer et ceux qui disaient « Attendez, la mer, c'est d'abord un espace de liberté. » Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Je suis arrivé dans la marine en 81, juste au moment où tout le monde disait « Ouf !» Les marins disaient « Ouf, on a sauvé la liberté des mers. » Donc, je pense que c'est une espèce de côte mal taillée. La question aujourd'hui, c'est vers quoi va-t-on? Et je vais revenir dessus. C'est, à mon avis, le gros sujet de la stratégie maritime à venir et de la stratégie navale à venir. C'est vers quoi va-t-on? Est-ce qu'on va vers une territorialisation de la mer à grande échelle? Et là, qu'est-ce que ça va donner? Plein de facteurs peuvent le pousser à ça, notamment le fait que la grande puissance montante, c'est quand même une puissance continentale. Donc, qu'est-ce qu'elle va être? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ou est-ce que le fait maritime va l'emporter sur les cultures, et que finalement, la puissance maritime dominante se débrouillera toujours pour qu'il y ait une liberté des mers parce qu'elle veut exploiter sa puissance maritime dominante. Voilà. Et ça, il faut le voir. D'autant plus qu'on a monté un système global qui est en train qui est fragile, mais sur la globalisation, qui est d'abord une globalisation de marchandises, qui passe par la mer. Et donc, si on fige cette globalisation, on fiche le système. Donc, quel va être le cadre juridique de la mer dans les décennies à venir? Je ne le sais pas, et je pense que c'est très difficile à dire. On va osciller entre ces deux tendances, appropriation, territorialisation, frein à la liberté d'un côté et au contraire, liberté de l'autre. Il y a un autre paramètre intéressant qui est un peu différent, et qui intervient dans ce cadre, et qui est avec un autre angle, c'est l'espace commun de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'approche globale, pour le coup, qui n'est pas du tout une approche par souveraineté ou intérêt, qui est simplement de dire la mer est un espace, notamment environnemental, préservé, qui est vital pour la planète et la survie de la planète, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut réglementer, limiter la liberté d'action, sinon ça va devenir le Far West. Et donc, il y a une espèce d'attaque de la liberté des mers, non pas par le bas, par les appropriations successives des continentaux, mais par le haut, par la vision globale. Donc intéressant de voir comment tout ça va évoluer. Donc, quelles sont les conséquences stratégiques et opérationnelles? Là, je me prends un peu sur le plan du militaire, de ce que je viens de vous dire. D'abord, premier point, c'est le poids de la technique. Et là aussi, on est comme dans le cyber ou dans l'espace. La mer, c'est un monde de techniciens. C'est un monde où la technique fait la différence. Vous savez, quand on est militaire de la marine, des marines, on a toujours les deux grandes écoles, l'école historique et l'école des matériels, l'école qui s'opposent. Bon. L'école des matériels a toujours eu les deux ont leur intérêt, c'est un peu un débat un peu vain à la longue. Mais enfin, l'école matérielle a toujours du poids parce qu'on est dans un domaine où celui qui invente une nouvelle technologie change totalement la donne. Totalement la donne. La trirème romaine, les Romains ont inventé un système qui faisait qu'au lieu d'éperonner, on allait à l'abordage et ils ont gagné tout. Ils ont neutralisé, tous les opposants en Méditerranée, ils sont devenus les rois de la Méditerranée parce qu'ils avaient inventé le coup de génie, le truc qui changeait la donne. On pouvait, avant de se faire aborder, avant de se faire éperonner, on allait mettre des soldats sur le bateau d'en face et on avait gagné la partie. C'est exactement ça. Évidemment, comme toujours, 19e siècle, on a inventé la vapeur, on a inventé la cuirasse, puis les sous-marins pour la guerre de 14, puis les porte-avions. Et ça, l'orateur précédent l'a très bien décrit. Les années 90, les missiles à partir de l'Elat en 67, le jour où on avait inventé le missile, vous changez complètement la donne. L'Elat, c'était un énorme destroyer israélien, pouf, coulé en 5 minutes. Tout le monde a regardé ça en disant, mais c'est plus pareil.
Alors, c'est jamais complètement plus pareil. C'est là que l'école historique a son intérêt. C'est qu'il y a quand même des constantes, mais il faut vraiment les adapter à l'équipement. Les années 90, c'est tout ce qui est l'information. Les années 2000, c'est les cyber et l'espace. Aujourd'hui, c'est les drones, l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a une technologie qu'il faut avoir à l'œil, c'est l'opacité du dioptre. Le jour où la technologie permettra de voir ce qui se passe sous l'eau, là, celui qui invente ce truc-là, il gagne 30 ans d'avance sur les... Enfin, celui-là, il a vraiment changé complètement la donne. Parce qu'aujourd'hui, le sous-marin, l'invisibilité du sous-marin est quand même déterminante, notamment pour ce qui structure la défense, la sécurité globale des grandes puissances et les rapports de force des grandes puissances, qui est la dissuasion nucléaire. Tant que vous ne pouvez pas garantir qu'en face, vous n'avez pas détruit la capacité de riposte, c'est la frappe en second. Alors, je précise, si je vois j'explique aux gens en écran qu'il y a des sourcils qui se lèvent. De quoi s'agit-il? La base de la dissuasion, c'est ne me tapez pas parce que je peux riposter et vous détruire. Vous m'avez détruit, mais même après ma mort, je peux vous détruire. Donc c'est vraiment c'est le cœur de la dissuasion, c'est-à-dire de la démarche intellectuelle qui vise à vous empêcher de m'agresser. Puisque même si votre agression est un succès, je peux vous détruire. Et comment je peux dire ça? C'est pour ça que les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui portent les missiles intercontinentaux, qui permettent de frapper, dans le jargon on appelle ça frapper en second, c'est-à-dire frapper après une première frappe, celui qui vous a agressé, c'est absolument déterminant. C'est pour ça que la dissuasion française, qui est une dissuasion du faible fort, elle s'est construite autour de ça, autour des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires. Donc, pourquoi est-ce que le président Macron peut dire, les yeux dans les yeux, à tous ceux qui viendraient lui dire, vous savez, la France c'est un petit pays et j'appuie sur ce bouton et vous disparaissez, il dira, oui, je disparais, mais dans la demi-heure qui suit, vous disparaissez également. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai en permanence un sous-marin nucléaire quelque part dans les tapis dans les océans, absolument indétectable, et qui a les moyens technologiques d'envoyer des armes absolument imparables, d'une puissance sans équivalente à ce que je pourrais faire avec d'autres moyens, qui vous permettra, non peut-être pas de rayer la carte la Chine, mais de faire peser au gouvernement chinois un poids tel qui est insupportable, qui est absolument insupportable. C'est ça le principe, c'est ça le concept. D'ailleurs, quand on parle d'un pays d'1,4 milliard d'habitants, il faut bien réévaluer le concept quand même, parce que c'est quand même... Enfin, on pourra en reparler s'il y a des questions sur le sujet. Donc, ça marche parce que le dioptre est complètement opaque et que les sous-marins, aujourd'hui, sont indétectables. S'ils veulent être indétectables, ils peuvent l'être. Mais tout ça, c'est de la technique, c'est de la technologie, c'est de la science. Il suffit qu'un scientifique, un jour, trouve un moyen de percer ce dioptre et de détecter les sous-marins. Si M. Xi Jinping peut répondre, est en mesure de répondre de façon crédible au président Macron, Monsieur Macron, que croyez-vous que je sache, j'ai là la position de votre sous-marin et de vos sous-marins en permanence, et donc en même temps que je vous bombarderai Paris, je vous bombarderai et je tuerai vos sous-marins, et donc vous serez incapable de me riposter. À ce moment-là, la dissuasion ne fonctionne plus. C'est vraiment un point déterminant qui illustre parfaitement ce que je viens de dire sur le fait maritime est un fait technologique. Et c'est extrêmement important. Le poids de la technique est déterminant. Ce qui, en creux, pose la question des coûts. L'action militaire sur mer est un sport de riches. Il y a un ticket d'entrée extrêmement important. Alors, bien sûr, il y a une démocratisation. Il y a des tas de choses maintenant qui sont qui coûtent beaucoup moins cher qu'avant. Le GPS, le positionnement, qui était quand même clé pendant très longtemps. C'était un savoir-faire, etc. Bon, c'est plus du tout le cas. Les bateaux de surface, les drones, tout ce qui est sécurité, les communications, les moyens satellites de communication, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont
qui se sont disséminés partout. Moi, j'ai été, quand je commandais le Jean Bart pendant l'opération la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006, eh bien, en face de nous, on avait le Hezbollah qui tirait des missiles chinois, des copies chinoises de missiles américains, des C-802, qui étaient, sur le plan technologique, très proches du niveau technologique du Jean Bart, qui était le fleuron de la marine française de l'époque. Voilà. Et donc là, voilà, il y a une démocratisation. Mais néanmoins, pour les sous-marins, par exemple, pour tout ce qui est les très gros missiles, les très gros bateaux, les grosses technologies, il y a une vraie différence entre les uns et les autres. Et les capacités de coordination que j'évoquais, la complexité des systèmes, fait que c'est extrêmement... bon, voilà, il y a des différences énormes en termes de capacité et donc finalement de poids stratégique. Un dernier point là-dessus, sur ce sujet-là, c'est que la guerre sur mer, quand vous êtes un marin sur le terrain, ça consiste à casser du bateau, à casser du matériel. Si vous cassez le porte-avions, le sous-marin de la personne en face, il n'y a plus de porte-avions. Puis une fois qu'il n'y a plus de porte-avions, ce n'est pas demain qu'il aura un nouveau porte-avions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut avoir cette logique, c'est un peu rustique, hein, mais en finale, la guerre sur mer revient à casser du matériel, à empêcher l'autre, alors dissuader bien sûr si on peut, mais si on en est à échanger les coups, il faut envoyer des bateaux par le fond, ça finit comme ça. Un autre point, une autre conséquence de tout ce que je viens de dire avant, c'est l'importance du contrôle des points de passage et d'appui. Bon, quand vous êtes les États-Unis et que vous prétendez être la puissance maritime mondiale, vous devez pouvoir déployer des bateaux partout dans le monde. Comme je vous ai dit, 20 nœuds, 15-20 nœuds. C'est tellement lent que si vous voulez des bateaux, il vous faudrait des norias permanentes de bateaux qui seraient en transit permanent, en permanence, pour pouvoir tenir la mer. Pas tenir, mais être présent sur la mer. Tenir, on ne la tient pas, hein, mais être présent sur la mer. Donc finalement, quelle est la parade ? Avoir des points d'appui. Avoir des ports amis à vous ou loués chez des amis qui permettent à vos bateaux de se reposer, de se réparer, de s'entretenir, de rester finalement et de repartir régulièrement, être présent sur les mers. C'est déterminant. Et tout le monde n'a pas ça. Après, je vais vous passer très rapidement les grandes stratégies des grandes puissances du moment ou d'aujourd'hui. Vous verrez que c'est ce qui fait que la Russie ne sera jamais une grande puissance maritime. Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Elle est limitée structurellement. Donc, alors, poids de la technique, poids de la technologie, contrôle des points de passage d'appui, etc. Il y a un coût d'accès extrêmement fort, extrêmement puissant, ce qui veut dire que le rapport à la mer est déterminant. C'est-à-dire que pour peser sur la mer, il faut que la mer soit suffisamment importante pour vous, pour votre pays, pour faire un effort considérable en termes d'équipement, d'entraînement, de structuration de votre diplomatie. Il vous faut des points d'appui. Donc ça veut dire qu'il vous faut faire une diplomatie qui vous permette d'avoir ces points d'appui. Et finalement, ça devient votre vecteur, votre stratégie globale. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de thalassocratie. C'est parce qu'il faut vraiment que la mer soit importante pour vous. Et c'est pour ça, on en revient à un sujet qui est clé dans mon raisonnement, c'est pour ça que, entre la poule et l'œuf, est-ce que c'est les nations commerciales qui deviennent des thalassocraties ou est-ce qu'elles elles veulent être thalassocraties pour pouvoir, et puis du coup elles ont bénéficié des avantages commerciaux. Une chose est sûre, si vous avez une alternative, vous avez du mal à mettre tous ces œufs dans ce panier-là. C'est le problème de la France, hein. Moi, je suis un marin français, donc je connais cette solitude du marin en France. C'est que tous les enjeux français ne sont pas sur mer, même si on a un espace maritime phénoménal. On est d'abord un pays d'agriculteurs, un pays qui a été envahi par la terre pendant des siècles et des siècles, finalement très peu envahi par la mer, un peu les Vikings, un peu les Britanniques, mais finalement très très peu. Donc nos menaces, elles ne sont pas là. Donc pour les rois de France, puis après pour les gouvernements français, il était un peu compliqué de dimensionner l'intégralité de sa stratégie mondiale sur la mer. C'est du bon sens. Même un marin peut le comprendre.
Mais c'est un crève-cœur pour un marin, parce que c'est Trafalgar, alors qu'on a Austerlitz. La même année, on gagne Austerlitz, on perd Trafalgar, et nous, les marins, on sait que c'est comme ça qu'on a perdu, que Waterloo, c'est le fils de Trafalgar. Mais on comprend. Mais je comprends que Napoléon ait considéré qu'Austerlitz c'était important. Et alors que les Britanniques, ils n'ont pas cet état d'âme. C'est la mer ou rien. Question qu'on va se poser avec les Chinois. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc finalement, quand la mer est vitale, vous avez une chance de devenir une thalassocratie. C'est les Britanniques contre les Français, c'est les Britanniques face à l'Allemagne, c'est les Américains face à l'Allemagne et face à la Russie. Est-ce que c'est, et c'est le débat du jour, les Américains face à la Chine? Qui sera la thalassocratie? Alors, et après, c'est intéressant parce que peut-il y avoir deux thalassocraties? C'est une question. Ça peut se faire, hein, ça s'est fait dans l'histoire. Il y a eu les Portugais et les Espagnols au XVIe siècle. Ils sont partagés le globe. Mais là, ils en étaient à la phase, bon, pourquoi pas après tout, hein, ils sont partagés le globe, bon, ça n'a pas duré finalement. Mais ils ont commencé par se partager le globe. Moi, j'ai le sentiment que c'est compliqué, surtout dans un monde extrêmement interpénétré, mais il peut y avoir des zones d'influence. C'est un des scénarios avec la Chine et les États-Unis. Peut-il y avoir deux thalassocraties? À mon avis, à un moment, les deux thalassocraties voudront récupérer la zone de l'autre. Hein, et donc, c'est la bataille décisive de Mahan, et c'est la guerre d'Escadre, etc. On pourra en revenir. Mais voilà, c'est un des sujets. En tout cas, tout le monde se positionne par rapport à la thalassocratie. Donc, la puissance maritime, elle profite du commerce maritime. Ça, pour elle, c'est facile. Elle peut projeter sa force, projeter sa puissance un peu partout. Elle peut utiliser la mer pour ça. Elle peut organiser des blocus. Elle peut interdire aux autres de profiter du commerce, ou en tout cas limiter. D'où la notion de Rimland, d'interface avec la Terre. Parce que la mer, une fois que si vous êtes avec la mer, vous êtes presque impuissant. Il faut un moment interférer sur la Terre. Et donc cette notion d'interface, elle est importante. J'ai une carte que j'ai préparée juste avant cette conférence pour illustrer un peu ce que je vais vous dire. Sinon, les autres sont soit les vassaux de la thalassocratie, c'est-à-dire, voilà, ils profitent du système, mais ils acceptent d'être sous la protection et d'appliquer les règles de la thalassocratie, soit ce sont des puissances continentales qui peuvent vivre en autarcie, sans la thalassocratie. On dit, moi, après tout, garde la mer, moi, je garde la terre, mais alors on va se battre sur le Rimland, on va se battre sur l'interface. C'est l'Allemagne continentale entre les deux guerres, c'est l'URSS. Est-ce que ça sera la Chine? C'est la question. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un débat en Chine là-dessus, hein, c'est normal. Et quand la puissance continentale ou qui ne veut pas être sous les ordres de la puissance maritime veut combattre, eh ben, c'est la guerre de course. C'est je ne peux pas tenir la mer, je ne peux pas faire cet affrontement technologique, matériel contre matériel, pour être le maître de la mer. Donc je refuse ce combat et je fais une guerre asymétrique. C'est ce qu'a fait la France pendant tout le XVIIIe siècle. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, qui a essayé de maîtriser, enfin, le Jutland, c'est vraiment ça, hein, c'est la tentative de l'Allemagne de. Au moins, il y avait cette idée qu'il y avait la possibilité, avec un peu de chance, il y avait toutes ces conditions, de battre la puissance, de casser le matériel, hein, comme je vous l'ai dit, casser du matériel, suffisamment de matériel britannique pour rester maître des mers. Bon. Et empêcher en tout cas l'autre de l'être. Ils ont refusé, bon, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas le faire, et donc ils se sont abrités, ils ont laissé la mer, et après ils se sont portés dans la guerre de course avec les sous-marins. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le cas. Et l'URSS pendant la guerre froide, c'était ça. Hein. Moi, je suis rentré en 81, je vous l'ai dit, dans l'école navale. La mission de la marine, c'était d'assurer les atterrages de Saint-Nazaire face aux raiders sous-marins soviétiques qui devaient casser le cordon ombilical qui retenait l'Amérique avec l'Europe, parce que le but était d'alimenter le front de l'Est en munitions, en ravitaillement, en moyens, pour pouvoir combattre sur le front de l'Est. Donc vraiment, on était dans une répétition parfaite de la Deuxième Guerre mondiale avec la bataille de l'Atlantique. Alors aujourd'hui, avec les moyens technologiques de déni d'accès, on a ce qu'on appelle la 2AD, hein, la ERA
Denial et Anti-Access, donc ces moyens, missiles, radars, qui font que la mer se rétrécit un peu, que les moyens d'action, de connaissance près des côtes ont tendance à s'éloigner un peu des côtes, on peut avoir l'impression que il y a une balance qui se remet plutôt du côté des puissances continentales, plutôt de la guerre de course, en tout cas, pour limiter l'espace de manœuvre de la thalassocratie. Moi, mon sentiment, c'est que globalement, quand même, je vais illustrer quelques cartes. La thalassocratie, elle a des beaux jours devant elle. Donc aujourd'hui, bon, je passe, mais je peux vous donner des exemples concrets. Mais je vais dire un mot simplement pour dire que même au niveau strictement opératif, donc je quitte la grande stratégie navale, la stratégie maritime, je rentre sur quand vous êtes en préparation opérationnelle et que vous simulez, et vous êtes à la tête d'une force navale et vous envisagez de rencontrer une force navale adverse, ben vous faites une comparaison de tout ce que je viens de vous dire sur les ordres de bataille, les capacités au-dessus, sur, en dessous du dioptre, les capacités de coordination, et vous essayez de voir si vous êtes en équilibre du fort au faible ou du faible au fort. Si vous êtes du faible au fort, vous ne recherchez pas la bataille décisive, hein, sinon le rapport de force est complètement. Vous n'avez aucun intérêt à le faire. Donc vous êtes dans la bataille, vous êtes dans la guerre de course. Donc vous diluez, tous les mots que j'ai employés deviennent des outils opérationnels, vous vous perdez dans la foule et vous attaquez par surprise le gros pour progressivement affaiblir son poids et rééquilibrer la balance pour à un moment, si possible, se retrouver à équilibre, voire en supériorité. Et à ce moment-là, vous allez rechercher la bataille décisive. Donc ça, c'est vraiment de la tactique opérationnelle de base, hein, sur mer, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, aujourd'hui, on a une utilisation croissante de la mer, donc ça c'est un fait, une compétition croissante également pour les ressources et parce qu'il y a une compétition géopolitique générale. La mer est à la fois est un outil de ces rapports de force et on a une territorialisation. Donc je vais l'illustrer, là je l'illustre par quelques cartes que vous connaissez évidemment très bien. Finalement, aujourd'hui, les choses se sont extrêmement rationalisées. Vous avez 4 zones portuaires, une qui est en Chine, la zone, donc, je sais pas, j'ai pas de petite souris, voilà là. Vous savez que 9 ports sur 10 sont en Asie, hein, et les 3/4, 4/5 sont en Chine. Voilà, ça c'est l'atelier du monde. Et puis vous avez les consommateurs, l'Orange Nord, et puis les 2 façades américaines, Est et Ouest. Et avec ça, vous avez fait 80% du trafic maritime mondial. Hein. L'atelier et ceux qui consomment et qui amènent de la technologie. Puis hop, l'aller-retour. Et puis au milieu, là, vous avez la pompe à essence de l'atelier. Hein, 50% des ressources énergétiques de la Chine viennent du Golfe arabo-persique. Donc finalement, là, vous avez en résumé la problématique du rapport de force lié au flux maritime. Donc, Montesquieu, le doux commerce, après tout, si ça marche, pourquoi se taper, hein? Chacun y trouve son bonheur. Mais en fait, dans la pratique, le monde est compétitif indépendamment du commerce. On s'en rend compte, malheureusement. Ce n'était pas le pari que nous avions fait, nous, les Occidentaux, et nous, en particulier nous, les Européens, qui sommes sortis de l'histoire complètement, en disant, d'ailleurs, on a trouvé la martingale, on va tous s'enrichir et ça va calmer tout le monde. En fait, pas du tout, évidemment. Déjà, ce n'est pas soutenable, premier point. Et deuxième point, la richesse n'est pas tout, et donc les rapports de force continuent. Donc, deuxième point, alors le gros flux passe par là. Alors, ça peut donner l'impression aux gens qui habitent là, qui sont au centre du monde. Bon, on sait tous qu'on peut faire le tour de l'Afrique assez facilement. Hein. Vous perdez 10 jours, entre 8 et 10 jours. Mais finalement, si votre flux est continu, vous pouvez passer aussi bien. Par contre, si vous avez des bateaux de guerre, si vous devez apporter rapidement un effort militaire à cet endroit-là, en partant de là, ou en partant de là, faire un tour de l'Afrique, c'est plus long. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut prépositionner plus de choses là. Deuxième point, ce point-là est absolument névralgique, non pas pour les Américains, parce que les Américains ont plus besoin de pétrole, ils en exportent. De moins en moins pour les Européens, puisqu'ils consomment de moins en moins de pétrole et de plus en plus de gaz, et il y a quand même beaucoup de gaz dans leur zone, soit à terre, soit en Méditerranée, mais pour la Chine. Et donc, pour la Chine, c'est vital. Vous remarquerez que la seule base navale chinoise à l'extérieur, elle est à Djibouti,
C'est pas pour la piraterie. Hein. Il n'y a pas besoin de bateaux chinois pour la piraterie. C'est bien, en plus, ils ont une base absolument gigantesque. C'est bien pour avoir un point d'appui, parce que pour eux, c'est vital d'assurer la sécurité du flux en énergie à partir de cette zone. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà anticipé la possibilité qu'on vienne leur couper leur flux. Et ce n'est pas le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou même l'Iran qui vont couper le flux. Hein. Donc ça veut dire qu'eux ont anticipé le fait que un des leviers potentiels des États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est de leur faire une forme d'embargo, ce qui serait assez paradoxal, puisque les États-Unis ont milité pour la liberté de la mer du temps où ils étaient en puissance, et là, ça les placerait plutôt en opposition de la liberté de la mer. Mais c'est tout à fait envisageable. Si vous avez des tensions qui croissent, si Taïwan commence à devenir une zone de conflit, et un moyen assez simple et indirect, mais assez dire indirect au sens que ce n'est pas une action sur le théâtre d'opération, mais c'est une action qui concourt directement à l'impact sur le théâtre d'opération. Vous coupez le cordon pétrolier à ce niveau-là, et là, vous avez un levier de pression phénoménal sur la Chine, sans avoir à intervenir à Taïwan pour transformer Taïwan en Guadalcanal. Bon, ça, c'est parce que la globalisation, c'est la marchandise et c'est de l'information. Et finalement, les flux d'information, c'est la même chose que les flux de marchandises. Cette carte-là n'a qu'une vocation, c'est montrer que 90% d'Internet, 99% d'Internet passe par les câbles, et les câbles, c'est les mêmes trajets que les flux maritimes. Ça, c'est la pêche. C'était pris il y a 15 jours pour vous dire que la surexploitation de la pêche, là-dedans, les 2/3 de ces zones d'utilisation, c'est les Chinois. Hein, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Et là, j'ai 3 cartes qui montrent la stratégie des 3 grandes puissances. Alors là, on retrouve exactement ce que je vous ai dit sur le Rimland. Donc ça, c'est la stratégie américaine. Elle est assez classique. Finalement, c'est une transposition de la stratégie de la guerre froide. C'est la puissance maritime. La puissance maritime qui a ses points d'appui, donc Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Vous voyez, donc les vrais points d'appui qui entourent, qui lui permettent de faire du business. La puissance continentale, Chine, Russie, qui est le Heartland de Mackinder, donc contemporain de Mann d'ailleurs à peu près, hein, donc qui lui disait celui qui tient le Heartland tient le monde. Bon, c'est un peu court, mais à l'époque c'était les matières premières, elles étaient là parce que sous l'eau on n'arrivait pas à les prendre. Donc il disait l'important c'est de tenir, et donc le combat c'est le combat pour les matières premières. Spikeman a affiné un peu le système en disant finalement non, il y a deux mondes qui s'opposent. Le monde territorial continental, ok, c'est le Heartland. Le monde maritime, comment il l'appelait, je ne me rappelle plus, c'est la puissance maritime, la thalassocratie. Et finalement, ils se battent pour l'interface, pour le Rimland, hein, le pourtour. Et c'est la zone en jaune. Et toute la guerre froide, c'était le combat pour la zone en jaune. Aujourd'hui, on a le sentiment que, comme la balance des puissances est plutôt en faveur de la Chine, eh ben les flèches rouges montrent que la Chine est en train de récupérer une partie du Rimland. Toute la question, c'est de savoir où est-ce que la frontière va s'arrêter. Et le jeu des Américains, c'est de maintenir la zone utile. Et finalement, le transfert de l'Afghanistan, c'est un peu ça. Hein, c'est une partie du Rimland qui disparaît. Le Pakistan est déjà perdu. Une partie de l'ASEAN est perdue. Mais jusqu'où iront-ils pour quand même conserver cet accès stratégique à la zone interface? Là, on est vraiment dans finalement de la géopolitique et de la stratégie maritime, je veux dire comme à l'école, hein, presque. Je veux dire, on peut théoriser ça de façon assez simple. Bon, je pourrais en revenir. Hein, je veux laisser du temps pour les questions. Donc ça, c'est la stratégie chinoise. Alors, pays continental qui a compris que l'expansion nécessitait d'abord qu'elle était très vulnérable au commerce, puisque Atelier du Monde c'est bien beau, mais tant que les gens veulent bien faire du business avec vous, alors d'abord il y a l'intérêt matériel que ça représente, mais si l'idéologie commence
à rééquilibrer l'intérêt économique. Si les gens disent « je veux bien payer plus cher mon ordinateur ou mon blue jean pour ne pas l'acheter à la Chine », eh ben, vous vous retrouvez très embêté. Donc la maîtrise des flux devient extrêmement important. Donc, d'où la Belt and Road Initiative. C'est intéressant parce que la route de la soie, tout le monde connaît, hein, ça c'est historique, c'est continental, pas de problème, c'est des siècles de pratique. Les belts, c'était la route maritime. Et ça, c'est nouveau pour les Chinois. Donc finalement, si vous vous mettez dans la tête de Xi Jinping et de son chef d'état-major des armées et de la marine, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, moi, si je suis chef d'état-major de la marine chinoise, je lui dis au président, je lui dis d'abord récupérer la mer de Chine. J'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin d'avoir de l'eau. J'ai besoin d'avoir de l'eau. Donc, la mer de Chine, il faut faire en sorte que ce soit une mer chinoise. Deuxième point, Taïwan, non pas pour le principe, parce que c'est l'Alsace et la Lorraine, même si c'est bien sûr l'Alsace et la Lorraine chinoise, c'est qu'un port à Taïwan, c'est un accès libre à l'océan Indien et au Pacifique. C'est un aspect libre aux océans. Et donc, vous avez un sous-marin, un SNLE, qui quitte le port sur la côte est de Taïwan, ou sud, et il est tout de suite, il se dilue immédiatement dans l'océan. Alors qu'aujourd'hui, il faut déjà se diluer dans la mer de Chine du Sud, qui est quand même une petite mer avec des petits fonds, etc., dans lequel il y a plein d'Américains. Il faut passer dans des petits détroits où c'est quand même facile de mettre des capteurs. Et donc après, une fois que vous avez été pisté, c'est plus difficile d'échapper au pistage. Alors que si vous partez et vous êtes, c'est terminé. C'est ce qu'on fait à Brest. Hein. L'océan Atlantique, il est gigantesque. Et nos sous-marins, ils se diluent. C'est vital. Première option, il faut garder la mer de Chine, sécuriser la mer de Chine. Après, il y a le Japon, qui est quand même un énorme porte-avions insubmersible, qu'il faut d'une manière ou d'une autre endiguer. Puis après, vous avez l'Inde, qu'il faut étouffer par le nord et par le sud, le Pakistan d'un côté et l'océan Indien de l'autre. Et puis après, vous avez, bien sûr, à la fois faire en sorte que la Russie reste bien du bon côté, et la technologie. L'Union européenne, c'est un marché de la techno. Récupérer la techno et conserver le marché. Tout ça pour isoler les États-Unis. Enfin bon, c'est assez classique. Ce qui est intéressant derrière cette carte, c'est le côté maritime d'une stratégie d'un pays qui est un pays d'essence continentale, qui s'est développé sur le continent et qui se rend compte qu'aujourd'hui, son modèle ne tient plus s'il ne tient pas la mer. Et donc, s'il ne devient pas une puissance maritime, alors est-ce que c'est jusqu'à devenir une thalassocratie? J'en sais rien, mais une puissance maritime. Cette petite carte, c'est pour la Russie, parce que c'est intéressant la Russie, mais je vais passer rapidement, parce que c'est vraiment la puissance, quand même une grande puissance, même si c'est le PIB de l'Espagne. C'est comme, d'ailleurs, ça relativise la notion de masse critique hein, et de seuil pour devenir une grande puissance. Mais enfin, c'est un autre sujet. Le problème de la Russie, c'est la puissance continentale par excellence. Son seul accès libre toute l'année à la mer, c'est la Méditerranée par la mer Noire. Donc ça veut dire qu'il lui faut contrôler la mer Noire, contrôler le passage des détroits turcs, donc s'arranger quoi qu'il arrive avec la Turquie, avoir des points d'attache, des points d'appui, donc Tartous, Port-Soudan, tout le long de votre déploiement. C'est tout de suite extrêmement compliqué, extrêmement fragile. Ça veut dire que du temps de la guerre froide comme maintenant et comme demain, la Russie, sa puissance ne sera jamais maritime. C'est une puissance continentale. C'est-à-dire que l'escadra russe, que j'ai connu pendant la guerre froide, au bout d'une semaine de guerre, il n'y avait plus d'escadra. Ils étaient tous au fond. C'est une marine de temps de paix et de temps de crise. Mais par contre, au moment de la guerre, il n'y a plus de bateaux de surface. En revanche, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ça c'est vital. Donc ils s'organisent pour que ça puisse se faire, sous les glaces, etc. Et donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vital. Et pour avoir la frappe en second, hein, et des sous-marins nucléaires d'attaque et des bombardiers pour la guerre de course. Parce que la puissance continentale, elle a besoin de montrer à la puissance maritime que ce n'est pas gagné. Et que la puissance maritime ne vivant que de ses flux, je lui coupe ses flux, elle est morte. Donc c'est vital. Mais ça sera. Voilà, c'est pas. Pour eux, la question ne se pose pas. Et là, cette carte-là était simplement pour illustrer le phénomène de territorialisation. On a aujourd'hui, par des moyens technologiques, les missiles. Là, vous avez donc les zones missiles de S-400
Vous avez les missiles Bastion qui ont à peu près la même portée. Vous avez les revendications en eau territoriale de la Turquie et de la Libye. C'est simplement mis pour montrer à quel point la mer progressivement se rétrécit. Elle se rétrécit parce que les moyens technologiques le permettent. Elle se rétrécit parce que les puissances maritimes qui donnaient le là notamment juridique, sont de moins en moins audibles. Elles se rétrécissent parce que toutes les puissances émergentes sont des puissances continentales, y compris la Turquie, y compris l'Iran, etc. Et donc, ils ont un rapport à la mer qui est un rapport différent, un rapport d'appropriation. Pas nécessairement de mauvaise foi, hein. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à avoir en tête. Voilà, territorialisation de la mer de Chine, vous l'avez compris également. Donc, quels sont les scénarios qui sont devant nous? Et je finirai là-dessus. Premier scénario, le statu quo, c'est-à-dire que la thalassocratie américaine et européenne derrière, un peu en quelque sorte, reste en vigueur, et la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, les autres acteurs négocient en quelque sorte leur utilisation de la mer sous la férule des États-Unis, mais avec une capacité de riposte, en quelque sorte, de menace par des moyens de guerre de course, de temps de paix comme de temps de guerre. Hein. C'est ce qu'a fait la Russie avec la mer d'Azov. Hein. Hop, je bloque la mer d'Azov. C'est ce que font un peu les Turcs en Méditerranée orientale. Je restreins. C'est jamais complètement blanc-noir, mais je montre que j'ai une capacité de nuisance, où les Russes en Méditerranée orientale, pour montrer leur capacité de déni d'accès à la Méditerranée orientale, ce qu'est en train de faire la Chine en mer de Chine, mais ça, c'est limite. On se rend bien compte qu'ils ne pourront pas aller trop loin. C'est le premier scénario. Deuxième scénario, de la compétition pour la maîtrise des mers, avec la Chine qui dit je ne m'en sortirai pas, je ne pourrai pas maintenir mon modèle si je suis autant à la merci d'un blocage des États-Unis. Donc, je veux récupérer au moins une partie et large de la maîtrise des mers. En gros, non seulement la mer de Chine du Sud, mais une partie de l'océan Indien, au minimum l'accès aux hydrocarbures. Donc, le nord de l'océan Indien est une mer sous contrôle chinois. Donc là, est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'il peut y avoir deux espaces d'influence qui cohabitent? En tout cas, au moment de la zone d'interface sera une zone de friction, et donc on sait déjà que la friction, ça sera au nord de l'océan Indien. Moi, si je devais parier sur des tensions militaires maritimes entre la Chine et les États-Unis, ça serait plutôt là que je les verrais. Voilà, quelle est la capacité à cohabiter on ne sait pas, ça dépendra de la velléité des uns et des autres et de la façon de se tenir mutuellement, sachant qu'on est dans un jeu global. N'oublions pas ce que j'ai dit au départ, la stratégie maritime s'intègre dans une stratégie globale, et donc elle n'est pas dissociée de la stratégie globale. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Quelles sont les vulnérabilités dans l'espace? Quelles sont les vulnérabilités économiques, culturelles, etc. Enfin, voilà. Donc s'il y a une bataille décisive, moi je la vois plutôt au sud du Golfe Persique. Enfin, troisième possibilité, la Chine devient une nouvelle thalassocratie. Bon, c'est mal parti à mon avis parce que c'est pas sa culture, parce qu'il faut vraiment du temps pour acquérir une vraie capacité qualitative des enjeux maritimes. Il faut pouvoir se déployer loin, longtemps. Donc c'est une stratégie de très long terme. Il faut mettre des points d'appui, il faut déployer une diplomatie. C'est des énormes efforts financiers, conceptuels. Bon, voilà. Donc, c'est peu probable, mais dans l'histoire, Rome, qui était une puissance continentale, face à Carthage, qui n'avait rien à voir, c'était pas un peuple de marins, les Romains, hein, c'était franchement... Bon, ils ont compris que s'ils ne se maîtrisaient pas la mer, ils n'arriveraient pas. Ils seraient à la merci des autres puissances, et notamment de la puissance maritime. Ils se sont donné les moyens. Ça leur a coûté 3 guerres puniques, hein, mais en finale, ils ont gagné. Voilà. Non, mais je veux dire, il faut savoir se placer sur le temps très long. Et les Chinois, eux, ils se placent sur le temps très long. Et ils se disent peut-être, si c'est le prix à payer, 50 ans de guerre punique, mais en finale, nous serons les rois du pétrole. Bon, au sens presque plus que littéral du terme. Enfin, dernière question que je voulais poser, c'est quelle place pour la France et l'Europe? Moi, je pense que cette question, elle se pose, hein, c'est une vraie question, qui n'est pas, à mon avis, du tout une question virtuelle. Je pense que
c'est une question qui dépasse évidemment l'aspect maritime, vous l'avez compris, c'est la question globale en fait de la position, de la stratégie. Quelle stratégie pour la France et quelle stratégie pour la France dans l'Europe et de l'Europe dans le monde. Moi, il me semble que structurellement, nous sommes plutôt, nos intérêts, notre culture, notre philosophie est plutôt vers la liberté des mers. Donc on est plus proche de la puissance maritime. Et je dis ça, la France n'est pas nécessairement le bon exemple. Elle est plutôt un pays à mi-chemin, en fait. Mais je suis très inquiet parce que l'Allemagne, ce n'est pas une puissance maritime du tout. C'est la puissance continentale. L'Allemagne, elle se fiche de savoir qui tient la mer. L'important, c'est de faire du business. Donc, si le business se fait sur des bateaux chinois, on fait ça sur des bateaux chinois. Et les grands alliés de l'Allemagne, et je trouve que c'est important, c'est la Russie pour le gaz, la Chine pour le marché, la Turquie pour la main-d'œuvre. C'est quand même 3 puissances qui ne nous sont pas nécessairement très favorables, qui sont des puissances continentales, d'ailleurs comme elles, comme l'Allemagne, très à l'aise avec ça. Et voilà, et ça nous pose un problème à nous, nous Français, qui sommes, maintenant que les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, la grande puissance, la plus maritime, finalement, du lot. Donc je pense que si je devais synthétiser ça, mais on pourra en reparler dans les questions, c'est la stratégie française, qui pourrait être, si possible, si on emmène les autres, la stratégie européenne, mais parlons de la stratégie française, serait quand même plutôt une stratégie qui privilégierait la liberté des mers, la liberté d'accès, qui interfacerait ça sur notre positionnement dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce que la France peut apporter aux États-Unis, mais également parce qu'elle a un positionnement un peu différent, mais également aux nouvelles puissances émergentes. Et donc, on n'a évidemment aucun intérêt à un conflit entre les deux. Mais s'il y avait un conflit entre les deux, à mon avis, alors là, je parle évidemment pour moi, c'est plutôt le choix de la puissance maritime. C'est-à-dire que si on devait choisir, je sais que ça a des conséquences politiques derrière, géopolitiques majeures, mais je ne vois pas comment on pourrait se déconnecter de la puissance américaine, parce que c'est vraiment contraire à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ou alors c'est une bascule complète de la géopolitique, du positionnement de notre pays et de l'Europe. Donc je pense qu'on est dans ce Rimland, on a un pied dans le continental, et on a tout intérêt à interfacer, à avoir des interfaces et des bons liens avec les continentaux, entre guillemets, et on a un pied dans le maritime, et nous, spécialement français, puisqu'on est sur plusieurs océans, et on a donc tout intérêt également à bien s'entendre, et on partage cette vision de la liberté et du commerce et du flux mondial que représente la puissance maritime. Voilà, c'est la fin de ma présentation, et je suis prêt à répondre à vos questions.